Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je suis ravi de vous accueillir dans Trail Business Club, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du trail. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter qui couvre l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes, des territoires et organise chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Trail Business Club est soutenu par la jeune marque annécienne Wise, qui équipe en vêtements et en matériel les coureurs de trail et d'ultra en mode aventure comme en mode performance, comme l'attestent les nombreux podiums décrochés lors de l'UTMB 2024. Wise est surtout une entreprise en phase avec son temps, qui se veut plus qu'une simple marque, un véritable catalyseur de changement, une start-up qui innove et dépose des brevets, qui fabrique en Europe et produit uniquement la quantité de produits commandés. Wise cherche l'équilibre, l'harmonie et des chemins non conventionnels. Alors, si vous souhaitez découvrir cette marque et ses produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Un dernier mot avant ce nouvel épisode, je vous donne rendez-vous le mercredi 11 décembre à Annecy pour les Trail Running Awards 2024 organisés par Milestone et présentés par Miles Republic. Un événement qui célèbre les contributions des athlètes, des entreprises, des équipes et des initiatives qui ont marqué l'année 2024. Toutes les infos sont aussi disponibles sur trailrunningawards.com. Une femme peu connue du grand public, mais incontournable dans le business du trail running. Impliquée aux côtés de Brooks depuis 20 ans, elle est aujourd'hui directrice marketing France. Elle a assisté au boom du trail et plus généralement à celui du running. J'ai nommé Ingrid Tissot. Bonjour Ingrid. Salut Fred, enchantée de participer à ce podcast. Alors Ingrid, on va passer 1 heure ensemble à analyser, décrypter tout ce qu'on a dit auparavant sur ta vision du trail et du running. Tu nous feras aussi une annonce sur ce que tu vas faire dans quelques mois, parce qu'il y aura du changement dans ta vie. Avant de commencer, je le disais, peu de gens te connaissent. Est-ce que tu peux te présenter et surtout décrire ton parcours avant ton entrée chez Brooks en 2004? On viendra sur la suite après. Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Ingrid Tissot, je suis née, à Chamonix. J'ai fait mes études et j'ai vécu mon enfance ici, à Chamonix, donc plutôt orientée évidemment vers les sports outdoor, le ski plus particulièrement et puis, mais on en reparlera sûrement tout à l'heure Fred, le fait de courir sur des chemins, qui n'étaient pas des routes et qui étaient plus ou moins balisés. Ça s'appelait pas le trail à l'époque. Mais donc très orientée vers l'outdoor. J'ai fait quelques études, à Genève, pas du tout, autour, de ce qu'allait devenir ma carrière. Il y avait à la fois, une appétence pour d'autres sujets, mais aussi pour le sport. Et puis j'ai eu l'opportunité en 95, de rejoindre, une autre marque, qui a compté aussi dans ma carrière, qui était, ASICS. Donc j'ai commencé, au départ chez ASICS au moment où ils bougeaient leur siège social de la région parisienne à Montpellier. Donc j'ai rejoint l'équipe, marketing à ce moment-là. Ça s'appelait promotion à ce moment-là, ça s'appelait pas encore marketing. Hem Et ça a été des chouettes années très formatrices parce que ASICS, marque multisport, donc il y avait, du running, il y avait de l'athlé, mais pas que, il y avait aussi des sports co. Donc j'ai commencé, à ce moment-là, avec toute cette panoplie de sports et des beaux moments de sport. Et puis toujours chez ASICS parce que, la politique, de partenariat se développait autour du sport co. J'ai été chef de produits textiles pendant quelques années, donc pour le développement des gammes textiles, notamment en sport co, puisqu'il y avait plein de partenariats, à l'époque, à la fois avec le rugby, le foot, il y avait les Girondins de Bordeaux, il y avait, Saint-Étienne, l'AS Saint-Étienne et puis en rugby, le RCT, Brive, le Stade français aussi où, on a designé pour la première fois, où on a développé, je pense qu'on a été la première marque à développer, tu sais, des maillots qui étaient plus des maillots coton, qui étaient des maillots, en polyester et avec les fameux éclairs pour ceux qui suivent un petit peu le Stade français, avec, en collaboration avec Max Guazzini qui était le patron de Énergie et du Stade français et qui avait une vision, peut-être un peu fantasque, mais très moderne en tout cas de ce sport. Donc voilà, les choses ont commencé comme ça. Je continue mon monologue du coup.
Non, non, je vais faire la transition. En 2004, changement d'orientation. Alors, pas complètement de sport, changement d'orientation. Alors, tu vas nous dire, tu rencontres Christophe Vatinel ou tu vas travailler avec lui. Une figure de la discipline à l'époque, du running, hein, un grand monsieur. Alors, je sais pas, tu vas peut-être nous donner des nouvelles aussi de Christophe. Et puis, commence alors en 2004 l'aventure Brooks. Et donc, ça fait 20 ans. Exactement. Alors entre la fin d'ASICS et le début de Brooks, je me permets de le mentionner parce que, moi je me suis arrêtée pour faire des enfants quelques années. J'ai aujourd'hui 4 enfants et du coup, j'ai avec, le papa de mes enfants, on a bougé, en région parisienne et puis, à ce moment-là, en effet, Christophe, qui avait déjà une agence, donc qui distribuait plusieurs, marques, avait, pas mal de boulot et ça a commencé comme ça parce que c'était un ami de mon ex, compagnon, et cherchait quelqu'un, voilà, pour lui donner un petit coup de main. Alors ça a commencé avec, quelques heures et puis ça s'est amplifié. Et puis surtout, avec Christophe, il y avait l'idée de trouver, une marque forte, ce qui est le cas souvent d'agents, hein. Tu peux avoir plusieurs petites, cartes ou plus ou moins fortes, mais Christophe avait l'envie de voilà, d'avoir une carte un petit peu plus solide. Et puis ce que tu disais, tu le connais, c'était un vrai athlète, c'était un triathlète à la base. Il connaissait bien Brooks de par le triathlon, notamment parce que Brooks avait été parmi les premières marques à développer des produits un peu spécifiques. Il s'était aussi, enfin petit à petit, il avait glissé aussi vers une pratique un peu plus, affirmée du trail. C'était vraiment, quelque chose qui le passionnait et donc en fin 2003, début 2004, en allant à l'ISPO, il s'avérait que Brooks était présent à l'ISPO, recherchait, un distributeur pour la France et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Brooks avait déjà été distribué en France, auparavant, notamment par le groupe Royer, mais il y avait pas eu de continuité et ils cherchaient vraiment, voilà, sur un projet à long terme, à réintroduire la marque, en France et plus généralement en Europe. Elle était déjà, distribuée, en Allemagne, mais pas dans les pays du Sud. Donc 2004 un tournant, pour une grande marque puisque Brooks, c'est une marque qui est née en 1914, hein. Vous avez fêté les 110 ans cette année. Est-ce que tu peux revenir sur cette marque avant qu'on passe à vraiment la partie, développement en France de cette distribution et après on verra, c'est passé aussi sous le mode filiale. Mais d'abord, c'est quoi Brooks? Alors Brooks, comme tu l'as dit, hein, c'est une marque, c'est une vieille dame ou une vieille demoiselle, je sais pas, en effet créée en 1914 dans une petite usine à Philadelphie et au début, ils fabriquaient des chaussons de ballet et des chaussures de bain. Donc pas grand chose à voir avec le running et puis bon, 1914, le running, c'était pas un sport, très à la mode, on va dire, ou très développé et puis petit à petit, la marque s'est diversifiée. Ils ont conçu des paires, pour des sports américains parce que marque américaine, donc des crampons de baseball, de foot américain, des chaussures de basket et puis néanmoins dans les années 70 quand le jogging s'est développé et Brooks qui avait quand même cette expertise autour du pied, de la biomécanique du pied, a aussi, développé des chaussures de running. On appelait ça plutôt des baskets à l'époque. Hem et puis voilà, à continuer tous ces produits jusqu'à un moment à être, en difficulté financière. La marque était quasiment au bord de la banqueroute et Jim Weber qui est arrivé à ce moment-là à la tête de Brooks et qui vient de quitter cette année, Brooks après, plus de 25 ans 24 ans de direction, a pris vraiment un virage radical. Il a décidé que Brooks ne se focaliserait à partir de cette date-là, à partir de 2000, uniquement et spécifiquement sur du running. Ils ont arrêté toutes les autres catégories de chaussures, ce qui était quand même, osé et alors on le dit a posteriori, mais visionnaire du coup et donc à partir de ce moment-là, Brooks s'est spécialisé dans le running et on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais ça reste, une des seules marques qui n'a vraiment que du running dans son offre et qui, investit en recherche et développement exclusivement sur le running. Donc marque américaine vraiment, focusée sur son marché.
La marque a beaucoup grossi aux États-Unis. Et il y a une autre date qui a été importante, je pense, pour cette marque, c'est 2006 parce que, elle a été rachetée par Warren Buffett, qui est une des plus grandes, fortunes, mondiales. Et puis elle a été intégrée dans cette, galaxie, Berkshire Hathaway, qui est le groupe que détient, Warren Buffett avec une multitude de marques. Mais surtout en 2013, lorsqu'on a rejoint ce groupe, ben, ça a donné vraiment une vraie assise, financière à la marque et ça a aidé aussi, à la continuité du développement, pour les années, suivantes. Voilà un petit peu l'histoire, de Brooks aux États-Unis. Donc une implantation, on va dire, un semi-échec d'une première implantation en France, une implantation en Allemagne et là, Christophe Vatinel et toi, montez cette distribution à Paris, qui se transforme en 2016 dans une filiale qui se délocalise à Aix-en-Provence. Est-ce que tu peux nous expliquer la mutation? Comment on passe de distributeur à filiale? Combien vous êtes aujourd'hui et pourquoi avoir choisi, Aix-en-Provence, qui est pas forcément le lieu où on pratique le plus le running, le lieu où on pratique le plus le trail par rapport à la région où toi tu vis, la Haute-Savoie, et pourquoi pas Annecy, Chamonix, Lyon, Chambéry. D'abord 2004 pour être transparent, il a fallu, beaucoup d'énergie aussi pour développer la marque. Ça a été un travail, de terrain, vraiment important que Christophe a notamment, dans lequel il s'est beaucoup investi. Hem Et puis, bah, petit à petit, c'est un peu le jeu, hein, quand tu es, agent et ben, à toi de développer la marque et quand la marque grossit et ben, la maison mère se dit: «Bah, peut-être que là, on a une assise suffisante» et peut-être aussi, on va se parler franchement, de se dire, bah, financièrement, ça devient peut-être aussi intéressant, plus intéressant d'avoir, un distributeur, une filiale qu'un agent. Et puis, c'est aussi une volonté de la marque de s'inscrire, sur du long terme. Et nous, je pense qu'il y a eu une conjonction de facteurs. On a fait le boulot pour développer la marque et en parallèle, Brooks a décidé de s'internationaliser et l'Europe était, un des marchés sur lequel il voulait se développer. Donc en effet, ça a abouti à la création de la filiale, en 2016 et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on a bougé de Paris pour Aix-en-Provence. Christophe Vatinel a quitté, la structure, à ce moment-là. On a donc, Christophe était basé à Paris, donc on a réfléchi au lieu où on voulait implanter la filiale et il y avait, différents paramètres qui ont orienté notre choix. Hem, il y a d'abord les coûts à Paris d'installer, des locaux, éventuellement de l'entrepôt et cetera, qui est un paramètre important. Mais il y avait aussi la volonté d'avoir un lieu, où à la fois on avait un bassin de population pour recruter des talents et un lieu où il y ait, une certaine, qualité de vie et que les gens soient bien dans ce lieu-là. Et alors, peut-être parce que moi aussi, chamoniarde et et provinciale, et puis, on avait aussi, Vincent Carry qui nous avait rejoint, qui était sales manager à l'époque, qui est toujours sales manager et qui était aussi, originaire de Roanne. Donc on avait peut-être un peu plus d'envie d'être en province et donc on a choisi ce lieu, encore une fois, parce qu'il y avait possibilité de recruter des talents, parce qu'on pensait que les gens qui bossaient chez Brooks seraient heureux dans ce lieu-là, ou en tout cas avaient un cadre de vie, de qualité. Et puis aussi, il fallait une connexion, avec Paris et Amsterdam, où se trouve le siège européen, qui soit pas trop compliqué. Voilà, le siège est à 10 minutes de la gare TGV, à 15 minutes de l'aéroport de Marignane. Donc ça nous a semblé être un bon choix. Même si j'aurais bien signé pour Annecy, Fred. J'imagine pour être proche de cette fameuse aussi Outdoor Sport Valley qui aujourd'hui contribue au développement de la discipline. On va revenir sur justement sur cette évolution à la fois du running et de la marque. Brooks, tu le disais, a connu des difficultés, mais finalement, je crois en 2023, vous passez pour la première fois le milliard de dollars de, de chiffre d'affaires qui va sans doute dépasser 1,2 milliard en 2024, 25 millions pour la France. Quand vous cédez en 2016, quand vous faites la transformation, le chiffre d'affaires, il est à combien à peu près pour la filiale France? Ah, je l'ai plus en tête, tu me poses une colle là, je l'ai plus en tête. Non, je suis désolée, je l'ai pas en tête, là comme ça. J'ai pas révisé, tu m'as dit que c'était des questions faciles. Mais 2016, Approximativement.
non, je voudrais pas dire une bêtise, mais on était très loin, on était quand même, très loin de ça. On est sur des croissances depuis, une alors avec des petits accidents de parcours avec le covid et cetera, mais on est sur des croissances à 2 chiffres depuis une dizaine d'années. Donc c'est vrai que, et puis le fait de devenir filiale donne aussi des moyens supplémentaires. En ce qui concerne notamment, pour ce qui est de ma partie, le marketing, quand tu es agent, hem bah, ces ressources-là, elles sont quand même moindres. C'est ton argent que tu réinvestis aussi en marketing, donc c'est un petit peu plus compliqué. Quand tu deviens filiale, il y a ces budgets-là. Tu as aussi ton siège européen qui est capable de te fournir un certain nombre de supports et ça devient plus facile et ça accélère aussi la croissance, hein. Alors, on n'a pas le chiffre, mais c'est pas très grave, t'inquiète pas. En tout cas, c'est une croissance à 2 chiffres, c'est vrai, depuis de nombreuses années, un peu partout sur, toutes les filiales. Alors même une croissance à 3 chiffres récemment du côté de la Chine. Alors 3 chiffres parce qu'aussi vous intégrez tout juste le marché chinois, donc c'est plus facile d'avoir une croissance, avec, 150 ou 200. Pour autant, comment tu expliques, ces croissances et cette évolution du marché du running qui ne cesse d'augmenter d'année en année? Hem, Écoute, alors je pense que le marché du running, alors le marché du running croît, même si sur ces dernières années, il faut qu'on fasse peut-être un tout petit peu attention. On voit que la croissance, elle est quand même largement tirée par le trail. Donc je sais pas si on tu as envie qu'on fasse cette distinction-là, mais c'est vrai que, je pense qu'on est dans un monde, où tout va très vite, où on est tous très connectés, où on est tous très sollicités. Et je pense que tout le monde où il y a beaucoup de pression, moi c'est aussi assez anxiogène, hein, si tu fais pas trop attention et je pense qu'il y a un besoin des gens vraiment de se reconnecter, à eux-mêmes ou au milieu naturel et que le running a profité aussi de cette tendance-là. Le trail bien sûr, mais le running également, dans un monde, de plus en plus digitalisé, ben, à un moment donné de se retrouver, à pratiquer une activité, j'allais dire presque ancestrale et bah, peut-être que pas peut-être, sûrement ça joue sur ton équilibre, mental, sur ton équilibre social et donc je pense que oui, le running est dans la tendance parce qu'il vient contrebalancer nos modes de vie aussi qui sont un petit peu fous. Alors on y viendra, hein, sur la distinction, trail et forcément aspect, jogging, parce que avant de l'appeler running, dans les années 70, on l'appelait aussi jogging. Maintenant c'est plus la route, l'aspect route. Aujourd'hui, c'est quoi les volumes et les parts de marché de Brooks sur le marché européen au niveau global? Sans faire de distinction, trail et route, à moins que tu veuilles les faire, il y a pas de souci si tu les as. Alors, si je repars, ouais des États-Unis, peut-être même avant l'Europe si tu veux bien. Hem, c'est vrai que Brooks depuis maintenant, plusieurs années, 3 ans au moins, est leader sur le marché, américain. Alors, marché running performance. Donc ça, c'est un point qui est hyper, positif, pour la marque, mais j'allais dire pour nous tous parce qu'en fait, à partir du moment où, tu es leader sur ton marché domestique et ben, évidemment, ça voilà, ça simplifie les choses ou en tout cas ça permet aussi d'investir sur les autres marchés, de développer les choses. Tu as parlé de la Chine, oui, la Chine, elle est arrivée il y a quelque temps parce que, bah, parce qu'il y avait aussi des ressources grâce à ce qui se passait, sur le marché américain et aujourd'hui notre chiffre, il reste encore très, majoritaire sur ce marché-là. On fait, à peu près 80 du chiffre d'affaires, de Brooks sur le marché américain, à peu près 16 en Europe et 4 en Asie. C'est à peu près, les chiffres actuels. Hem, pour ce qui est de l'Europe, la filiale la plus avancée, on va dire, en termes de développement, c'est ce qu'on appelle alors nous, notre business est scindé entre, des régions. Donc, on a South, Italie, France, Espagne, on a DAR, donc, Allemagne, Suisse, et Autriche et on a Nord qui est Benelux, UK et Irlande et cette région centrale, donc Allemagne, Suisse et Autriche, c'est celle qui lead vraiment le marché, européen chez nous. Ils font, quasiment le double de ce que fait la France. Hem
et en France, aujourd'hui, on se situe, à peu près enfin, si je prends les derniers chiffres de Circana, alors ils sont toujours à prendre avec un tout petit peu de précaution, anciennement NPD, parce que tous les distributeurs ne sont pas dedans, mais ça donne une bonne photographie. Aujourd'hui, si on parle du marché performance, donc à plus de 90-100 €, Brooks se situe, à la troisième place, derrière ASICS, qui est toujours un clair leader et qui est toujours très très solide, et derrière Oka qu'on essaye, voilà, de talonner. Si je dis pas de bêtises, sur le dernier Circana, Oka était aux alentours de 14,2 quand on était à 13,1. Voilà, donc on a un positionnement qui est assez fort en France. On est très fort chez les spécialistes running, mais parce qu'aussi on est une marque spécialiste running, donc nos ADN communs font que ça fonctionne bien, et puis voilà, puis on essaye aussi de se développer chez les autres distributeurs qui animent ce marché du running. Alors 25 millions en France de chiffre d'affaires, 50 millions sur la partie Suisse, Autriche, Allemagne. Aujourd'hui, tu le disais, le bateau avance bien, avec une belle vitesse de croisière, tout est stabilisé. Quels sont les leviers de croissance pour la marque? Est-ce que c'est rester focus sur le marché du running, ou est-ce que c'est justement aller vers une croissance externe, de pourquoi pas revenir à d'autres sports qui étaient ceux de l'origine de la marque, dans d'autres univers? Alors, il y a non, pour le moment, on a quand même cette volonté de rester, focalisé, pour parler un peu plus français, sur le running, et je pense qu'il y a quand même pour nous encore pas mal de leviers de progression. Alors, si je parle au niveau global, c'est ce que je te disais, la volonté de Brooks d'internationaliser la marque, elle est encore finalement assez récente, et il y a encore beaucoup de potentiel à aller chercher, dans pas mal de pays, que ce soit en Europe, et en Asie. Hem, Après, on a aussi, la volonté de progresser sur d'autres segments comme pardon, le textile, où on est, où la part de marché est encore très faible, et là, on a vraiment des ambitions à développer ce segment. On a embauché, l'année dernière, un nouveau directeur, textile monde, et cetera. Donc on a des leviers de croissance au sein du running qui sont encore importants. Après, je dis pas qu'il y a pas d'autres envies, ou d'autres projets qui sont à l'étude. Je pense notamment à toute cette tendance un petit peu, autour des produits, revival ou vintage, ou je sais pas comment on peut les appeler. Donc il y a des choses comme ça, voilà, qu'on réfléchit, mais le running reste notre étoile, c'est la ligne directrice encore pour les années qui viennent. Alors le running, et on va rentrer un petit peu plus au cœur du running avec le trail, ce qui nous préoccupe et ce qui aussi t'intéresse, parce que tu l'as dit, tu es à Chamonix, tu as vu aussi l'évolution de la discipline au cœur du réacteur. Lors des comptages de l'UTMB sur différentes années, 2022-2023, on avait fait un article sur Milestone, sur ces comptages. Vous vous placiez dans le top 10 des marques présentes dans le trail, avec environ 5,5% de part de marché. Aujourd'hui, on voit une arrivée forte des majors du running. Alors, tu as parlé d'ASICS, bien sûr, toujours présent depuis le début. Vous, Brooks, présent, toujours dans le monde du trail depuis 20 ans. On connaît forcément son produit phare, la Cascadia. Mais aujourd'hui, on voit l'arrivée de Nike, qui pèse plus de 50 milliards dans le monde. Adidas, qui pèse près de 25 milliards. Ils arrivent avec des gros moyens, des grosses ambitions. Est-ce que ça vous fait peur, et quel est ton regard sur cette arrivée un petit peu fracassante depuis 2024, on va dire? Alors, je pense qu'aujourd'hui, en effet, il y a 2 acteurs majeurs, on va dire, alors arrête-moi Fred si tu es pas d'accord avec moi, mais je pense que Salomon et Oka aujourd'hui sur les comptages auxquels tu fais référence sont des clairs leaders. Et derrière ça, tu as en effet une multitude de marques, qui, se trouvent avec, ouais, allez, 5-6-7%, enfin, comme tu disais, hein, il y a une dizaine de marques, qui sont dans ce niveau de comptage UTMB, même si le comptage UTMB, il est intéressant, mais il reflète pas tout non plus. Hem Et comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, le trail s'est beaucoup développé, et c'est ce qui lead aujourd'hui la croissance du marché du running. Donc forcément, les marques, souhaitent,
souhaitent avoir leur part et souhaitent participer à ce développement. Et on a à la fois, les marques plus outdoor ou alpines qui ont envie de jouer. Je pense, par exemple, je sais pas, à la Sportiva qui est une marque qui vient un peu plus d'un univers alpin, et on a les marques de route comme Brooks, comme ASICS ou comme toutes les autres ou comme Saucony ou voilà, qui elles aussi veulent amener veulent développer des gammes avec leur ADN. Donc, c'est sûr que c'est une compétition qui est vraiment super rude aujourd'hui, sur le trail. Et pour répondre un petit peu plus précisément à ta question, par rapport à Nike et à Adidas, c'est sûr qu'ils ont une volonté de voilà, de jouer, ce jeu-là. Il y avait déjà eu quand même des tentatives, de la part de Nike, je ne sais pas si tu te souviens du projet ACG par exemple, il y a longtemps, ou de Adidas qui ont plus ou moins bien fonctionné. Je trouve que c'est pas si évident, heu, pour les marques. En tout cas, c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi et ça demande de la réflexion, de savoir aussi comment tu veux te positionner. C'est-à-dire quel message tu veux envoyer, quelles sont tes valeurs, quel va être ton ADN, trail, et c'est un point hyper important pour trouver cette légitimité et pour être reconnu par la communauté des trailers. Je pense que c'est pas que l'investissement qui fait le succès, il y a besoin aussi d'engagement, de valeur autour de ces projets-là pour réussir, et j'ai pas la recette magique, du tout, hein, mais je pense que c'est important. Je pense qu'on a malgré tout, même si ça se développe, des trailers qui sont quand même, à la recherche ouais, je reprends le mot valeur, mais de valeur ou de qui sont attentifs au projet, à ce que développent les marques, à pourquoi elles le font, à comment elles le font. Donc, c'est voilà, c'est un vrai défi pour chacun d'entre nous de bien travailler ça et d'être, authentique dans ce qu'on fait aussi, quoi. Est-ce que justement tu penses, tu l'as vécu comme moi cette évolution depuis 20 ans, on connaissait les comptages, enfin ce qui n'était pas des comptages, mais des observations, au marathon du Mont Blanc, aux Templiers, dans les années 2000. On voyait, les 4 leaders, hein, c'était, Adidas avec la Riot, Nike avec la Pegasus Trail, forcément Brooks avec la Cascadia et Asics avec la Trabuco. Nike et Adidas ont disparu, longtemps. Aujourd'hui, malgré leurs intentions d'arriver fortement sur le trail, ils ont des comptages qui sont très faibles, de l'ordre de moins de 1%, donc quelques centaines de paires à peu près sur les événements. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que malgré leurs moyens, ils ont laissé passer le train et qu'il est peut-être trop tard pour eux? Non, je pense Puisqu'il faut avoir ce que tu disais, raconter des histoires. Les gens sont maintenant habitués à avoir ces communications. On y reviendra tout à l'heure sur la vôtre d'ailleurs, mais ce qu'il est peut-être important d'avoir ce message qui est peut-être pas passé au bon moment. alors, Nike et Adidas sont des grandes marques, donc je les enterrerai pas trop vite non plus. Je pense qu'ils ont à la fois, des bons produits, des gens de talent, donc je veux pas les enterrer trop vite, mais c'est vrai que, heu, tu vois, nous, quand on a voulu réinvestir, en trail, c'est aussi les questions qu'on s'est posées, et ce que tu disais, je pense que c'est important malgré tout l'héritage. En tout cas en outdoor, que ce soit en trail, mais en ski, c'est un peu la même chose. En alpi, c'est un peu la même chose. Si tu es là depuis longtemps, si tu as des histoires à raconter, si tu as une certaine légitimité malgré tout, c'est vraiment un plus par rapport à la communauté à laquelle tu parles. Je pense que sur ces sports d'outdoor, c'est plus marqué encore que sur le running ou sur d'autres activités, et que oui, du coup, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, quand tu es un gros mastodonte, que tu reviens, même avec des gros investissements, hem, si tu arrives pas à à avoir le bon discours, à avoir les bons codes, à avoir la belle histoire ou l'héritage à partager, c'est plus compliqué, en effet. Selon toi, le marché aujourd'hui, on voit aussi l'arrivée de New Balance, un des gros acteurs américains, du running, du lifestyle aussi bien sûr, donc a des gros moyens. Est-ce qu'aujourd'hui le marché, il peut encore croître ou est-ce qu'il est arrivé à presque à une maturité d'adolescents ou d'adultes, de jeunes adultes? Heu,
tu parles du marché du trail plus spécifiquement? Ouais, ouais, marché du trail, ouais. Ouais, ouais. Non, moi je pense qu'on n'est pas encore, au bout de cette croissance. Je sais pas moi, quand on est sur des événements ou même, quand on est sur des événements route plus spécifiquement, hem, tu vois, je fais référence à un Brooks Tour là qu'on a un petit peu tous les ans, qui est plus orienté route. Quand tu discutes avec les gens, il y a encore beaucoup de personnes qui te disent: «Ah mais j'ai envie de faire mon premier trail, je voudrais essayer de», et je trouve que ça démontre le fait qu'il y a encore un réservoir. Je prends une autre référence, alors on a eu un projet, il y a cette année, il y a quelques mois, avec un de nos partenaires commerciaux sur, le recrutement des gens qui voulaient faire leur premier trail, et il y avait toute une phase de préparation, d'entraînement. On avait mis, Nicolas Martin qui coachait un petit peu, tout ce petit team pour finalement aboutir, à leur premier trail, sur le marathon du Mont Blanc. Et moi, j'ai été surprise par l'engouement et le nombre de gens qui, justement, sont encore sur de la route et disent: «J'ai envie de tester le trail, j'ai envie d'essayer». Évidemment, c'est plus un public urbain, c'est aussi un public jeune, mais je pense qu'il y a encore il y a encore un réservoir, et je pense aussi chez les femmes, il y a un réservoir qui est important parce que, hem, on a, on v dans les discussions, en tout cas, moi, que j'ai parfois avec les femmes, je vois qu'il y a plus de freins aussi à se mettre sur du trail avec malheureusement ce petit truc, ce petit, complexe, de dire: «Ah, je vais pas y arriver. Ah, ça va être difficile de finir», quand, on a plein d'hommes près qui nous disent: «Ouais, ça va passer tranquille». Donc donc je pense non, qu'il y a encore de belles années pour le trail, et puis, bon, on le voit aussi, on va sûrement en discuter un petit peu, mais avec, les compétitions, il y a tellement de choses qui sont aussi en train de bouger, il y a tellement de formats qui apparaissent, il y a encore plein de choses à structurer, donc je pense qu'il y a encore des belles années pour le trail. Alors ça me rappelle un échange avec, Cécile Bertin qui évoquait exactement les mêmes freins que ceux que tu viens de citer. Tu vis à Chamonix, tu as parlé évidemment des 2 gros sports qui sont pratiqués, qui ont fait le mythe de cette vallée, à la fois bien sûr le ski et l'alpinisme. L'alpinisme est vraiment ancré dans l'histoire et dans la culture chamoniarde. Est-ce que tu penses, avec ton regard extérieur et tous les gens que tu rencontres, dans ta vie personnelle, sur la vallée, que l'UTMB a été un accélérateur au niveau du développement de la discipline, au-delà de toutes les critiques qu'on peut y apporter, mais on sait qu'il y a eu une époque Kilian Jornet. Est-ce que tu penses, pour toi, au niveau événementiel, au niveau développement de la discipline, il y a eu une époque aussi UTMB qui a fait du bien? Oui, Et oui, je marathon pense du Mont que Blanc aussi, hein, bien sûr, parce que je pense que le Mont Blanc, on lui demande rien, mais en tout cas, en lui-même, il a fait beaucoup pour la discipline. exactement, c'est un bon résumé. Oui, oui, je pense que c'est 2 événements qui ont dopé la discipline, et comme tu le disais, je pense que quelles que soient les critiques qu'on peut avoir autour de l'UTMB, ça a donné, heu, une visibilité à cette discipline, incroyable. Je pense que j'allais le citer, heureuse et parfait, tu l'as fait parfaitement. Je pense qu'il y a aussi le fait de la présence de Kylian et comment il a changé aussi la perception de ce sport. Les 2 combinés ont, je pense, fait rêver beaucoup de coureurs, et donc oui, clairement oui, à 100, ont contribué, au développement du trail, ont été un booster pour le développement de cette discipline, c'est clair, hein. Alors on va repasser aux produits. Tu en parlais tout à l'heure, on en a parlé avec cette fameuse Cascadia qui est une référence depuis, qui a autant de chiffres derrière sa gamme que d'années, je pense, hein. On est rendu à la Cascadia 18. Votre gamme, c'est une gamme référente avec des produits phares qui ont leur ADN, qui ont leur place sur le marché. La Ghost, l'adrénaline sur la route, bien sûr. Les best-sellers entre elles sont la Cascadia 18, et vous avez récemment élargi la gamme avec la Catamount et la Catamount Agile, une évolution qui était nécessaire pour répondre à ce marché en pleine croissance. Alors oui, alors juste pour faire un tout petit peu d'histoire, en effet, 2004-2005, la première re Cascadia, voilà, développée en collaboration avec Scott Jurek, pour ceux qui connaissent, et il y en a beaucoup qui étaient un athlète, d'ultra, extrêmement talentueux, on va dire. Hem Et elle a connu en effet, des évolutions. Hem
mais à un moment donné, elle se retrouvait un petit peu seule dans la gamme et c'était aussi lié encore une fois à l'histoire de Brooks. Marque américaine qui est c'était pas forcément encore beaucoup internationalisé donc bah, tu connais très bien le milieu, Fred, aux États-Unis. Le trail, même si ça bouge, hein, ces dernières années, mais il y a 10-15 ans, le trail aux États-Unis, c'était quand même pas exactement la même discipline qu'en Europe. On était quand même plus, sur du chemin, blanc, j'allais dire, que sur, du single, super technique. Donc bah, ce produit, cette Cascadia, elle faisait le taf et c'était parfait pour Brooks aux États-Unis. Mais voilà, quand on a décidé d'internationaliser la marque et notamment d'avoir un focus sur l'Europe, bah, très rapidement, il s'est avéré qu'il fallait densifier la gamme. Hem, Ça n'a pas été un chemin facile. J'ai avec Vincent, mais avec d'autres dans la société avec Vincent Carry, j'ai eu l'impression de faire du lobbying pendant pas mal d'années autour du trail parce que aussi la France, là aussi, cette discipline, elle s'européanise. On a des belles épreuves, dans plein de destinations aujourd'hui. On a des athlètes qui viennent de plein de pays, mais en 2010, disons, ou il y a 15 ans, le marché français était vraiment un marché leader sur le trail. Donc voilà, quand tu parlais aux chefs de produits américains en leur disant: «Oh, on a un produit, voire 2, il nous en faudrait 5», c'était pas gagné, c'était pas simple. Hem, mais voilà, à petit, chemin faisant et pour les raisons que je viens d'évoquer, il a été décidé de densifier cette gamme et ce qui a été vraiment, hyper chouette et vraiment très très, formateur et très instructif pour nous, c'est que, la France et l'Europe ont été ce laboratoire de développement. C'est-à-dire que quand les US ont décidé que oui, on y allait, ben, ils sont venus passer vraiment du temps ici. On les a emmenés dans les Calanques, on les a emmenés dans les Dolomites, on a été au Sancy, on a été, évidemment à Chamonix, mais on a été dans plein de lieux, voilà, pour nourrir un petit peu leur expérience, trail et puis pour travailler aussi sur les produits. On est venu plugger après aussi des athlètes et donc oui, comme ça, on a densifié une gamme, on a élargi une gamme et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a une gamme qui doit répondre à, allez, 95 des besoins d'un trailer, en fonction de ce qu'il a envie de faire, que ce soit en distance ou en type de terrain. Scott Jurek, hein, qui est toujours votre athlète iconique, hein, de la marque, qui était cette année encore à Chamonix lors de l'UTMB, qui a gagné 7 fois, je le rappelle, la Western States et une fois la Hard Rock, et qui est auteur d'un livre, Hit and Run, qui est quasi un best-seller aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est une véritable star, Scott Jurek. C'était un petit aparté. La chaussure, donc au cœur de l'évolution de la marque, tu l'as dit tout à l'heure, ça reste le focus, avec cette petite dérive vers le textile. Mais aujourd'hui, quelles sont les innovations technologiques attendues pour les prochaines années qui vont vous permettre d'évoluer encore? Tu as des infos là-dessus? Alors, on a, je sais que tu suis l'actualité du running, pas que du trail. On a lancé, il y a quelques semaines, un produit qui s'appelle la Glycérine Max, avec un tout nouvel amorti, hem, qui est une alors on parle souvent d'innovation, de révolution, j'espère que c'est pas trop galvaudé, mais qui est une vraie évolution, en tout cas, si ce n'est une révolution, parce que pour la première fois, on a réussi dans une seule et même semelle à faire cohabiter, j'allais dire, des cellules de différentes tailles. Donc en fait, on a comme si on avait réussi à avoir un double amorti ou un amorti super personnalisé dans la chaussure avec au talon et à l'avant-pied, une chaussure qui répond justement différemment entre les besoins d'amorti et de retour d'énergie. Et du coup, c'est cette révolution pour nous autour de l'amorti va aussi venir, équiper les chaussures de trail, dès 2025. On aura une Cascadia 19 avec, pas mal d'évolutions justement. Et puis, bah, il y a tout ce qui se passe, autour des plaques aussi, plaques carbone ou pas carbone, PEBA et cetera. Donc oui, il y a pas mal d'innovations qui sont aussi à l'étude. Hem, on a, tu en as parlé un tout petit peu, mais on a lancé aussi cette Catamount agile avec,
une plaque, là aussi qui est fait de 2 densités différentes, qui réagit différemment. Donc oui, l'innovation, de toute façon, c'est au cœur de de l'ADN de Brooks. Comme je te l'ai dit, on ne fait que du running, donc il faut qu'on soit pointu sur ce qu'on fait. Il faut que les investissements en recherche et développement, voilà, soient à la pointe de ce qui se fait et il y aura pas mal d'innovations encore. Alors tu l'as cité, hein, les plaques carbone, l'azote, les mousses qui évoluent. Le Pebax aussi, c'est une lame un petit peu moins rigide que le carbone. Aujourd'hui, on va dire que ces innovations sont quasi acquises, elles évoluent encore un petit peu. Est-ce que le futur des chaussures, c'est de plus travailler sur la composante écologique qui est très importante? On a vu Salomon qui annonce un modèle 100% recyclable, Kipron qui annonce un modèle avec zéro colle dedans. Est-ce que pour toi, cet avenir d'écologie, il fait aussi partie des messages dont tu parlais tout à l'heure, dont les marques doivent aujourd'hui parler et s'inspirer pour s'attacher à leur communauté? Alors oui, mais pour moi, il y a 2 choses, Fred, autour de l'innovation, parce qu'on parlait vraiment innovation. Je pense, on verra, dans les années qui viennent, mais je pense que ce vers quoi on va quand même, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a, j'en mets pas ma main coupée, je vais garder les 2 mains, mais je pense qu'à terme, on va avoir des chaussures qui seront, quasi, personnalisées à la forme de ton pied, au type de foulée que tu as, à la sensation que tu veux ressentir. Dire les imprimantes 3D, l'IA, tout ça, enfin, tout ça converge quand même vers, la capacité, de ouais, de personnaliser la chaussure au coureur. Je te dis pas que ce sera demain ou dans 2 ans, mais je pense que c'est la direction qu'on prend, et c'est les recherches qui sont faites aussi, aujourd'hui, dont Brooks qui collabore, avec HP ou avec d'autres, autour de ça. Donc ça, je pense que c'est une des pistes en tout cas. Et la deuxième, bah, évidemment, comme tu l'as dit, l'éco-responsabilité, on est tous, pratiquants d'activités outdoor, donc on ne peut pas ne pas être sensible, à tout ça. Hem Pour moi, c'est un sujet qui est hyper complexe quand même parce que ça touche tellement de domaines, divers et variés que, je trouve hyper compliqué, mais moi-même, toi, en tant que consommatrice et pas que de chaussures de running, dans d'autres sujets, d'évaluer, j'allais dire qui est vertueux et qui l'est peut-être un petit peu moins, dans ce domaine-là. Parce que l'éco-responsabilité, encore une fois, oui, c'est les matières que tu utilises pour ton produit, mais c'est aussi, le type d'électricité que tu vas avoir dans ton usine. Ça va être, en effet, est-ce que tu utilises de la teinture ou pas? Est-ce que tu mets de la colle ou pas? Est-ce que ta chaussure, elle vient de l'autre bout du monde ou pas? Est-ce que, il y a la dimension écologique, mais il y a la dimension sociale aussi. Quelles sont les conditions dans lesquelles, ces chaussures sont fabriquées? Donc je pense que c'est hyper compliqué d'évaluer ou de comparer tout ce qui se fait. Néanmoins, pour être positive, je pense qu'il y a aucune marque qui se pose pas cette question et qui fait pas des efforts et qui n'a pas une feuille de route, pour aller vers voilà, vers plus de de composants, éco-responsables, vers une production moins impactante. On est tous là-dedans. C'est hyper clair, de ce point de vue-là. En attendant, je pense que enfin, en attendant et parallèlement, je pense que c'est aussi super important que les marques gardent aussi la durabilité comme composante, éco-responsable. Parce que, je parle pas que de chaussures. Si tu achètes un produit qui est éco-responsable, mais qui dure, 3 mois versus un produit peut-être 10 ou 20 moins éco-responsable, mais qui dure 2 ans, voilà, donc la durabilité pour moi, c'est aussi un facteur que des fois on l'évoque pas suffisamment. Je pense que c'est aussi, un élément qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de ces sujets-là. Toi qui as passé 20 ans au cœur de Brooks, tu as vu le changement de discours et d'orientation politique, économique, stratégique là-dessus depuis peu, et tu sens que c'est vraiment une volonté forte d'y aller. C'est une volonté marketing ou c'est une vraie volonté environnementale? Non, j'entends, tout ce qui est greenwashing et tout ça, mais, heu, honnêtement, enfin, aucune des marques sur le marché, je pense aujourd'hui se dit:
je m'en fous de l'éco-responsabilité. Ça rentre pas en ligne de compte. Toutes les marques, elles ont ça en tête. Je pense que dans toutes les marques aujourd'hui, on a des services qui sont dédiés à ces recherches-là. Encore une fois, sur le produit, le produit, mais ça va évidemment des matières que tu utilises, mais c'est aussi la conception même de ton produit. En fonction de comment tu vas découper telle ou telle matière, est-ce que tu es optimal? Est-ce qu'il tu as plein de déchets et qu'est-ce que tu en fais? Encore une fois, dans les usines, quelle est la provenance de l'énergie que tu utilises? Et honnêtement, chez Brooks, mais comme dans les autres marques, on a des feuilles de route. On sait qu'on veut réduire, par exemple, nos émissions, par rapport à l'accord de Paris 10 ans avant l'accord de Paris. On a une feuille de route super claire sur, la 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 les matières, en tout cas le pourcentage de matières, éco-responsables qu'on veut utiliser et cetera. Tout n'est pas simple parce que des fois, ça se heurte aussi à la qualité de ton produit ou à ce que tu vois, en tout cas dans le running, ben, une semelle qui a les propriétés qu'on veut lui donner autour de l'amorti, du retour d'énergie et cetera, qui soit 100 éco-responsable, biodégradable, sans altérer la qualité, du produit, l'équation est, à mon sens, pas encore résolue, par exemple. Donc, et juste pour finir là-dessus, on en parle beaucoup, probablement qu'il y a parfois aussi un enjeu, marketing, c'est vrai. On en parle beaucoup ces dernières années, mais dans beaucoup de marques, je pense et chez Brooks, ça fait quand même, un paquet d'années qu'on est là-dessus. Je sais pas si tu te souviens de ce produit qui s'appelait la Green Silence, qui était un produit, justement dont la qui se biodégradait, beaucoup plus rapidement que la norme, lorsqu'elle a été mise sur le marché, ça devait être 2015, je pense, quelque chose comme ça. Donc, ça faisait déjà l'objet de recherche depuis 4-5 ans, donc ça fait 15 ans, ça fait 20 ans quand même que ces sujets sont là. Ils sont plus forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient, mais tu vois, par exemple, d'enlever le papier dans les boîtes, de chaussures, d'utiliser des encres, de soja sur l'impression pour les boîtes de chaussures, ça, c'est des choses qu'on fait depuis 15 ans, par exemple, pour pas que voilà, donc il y a quand même cet état d'esprit depuis longtemps, ça s'accélère et tant mieux et je pense qu'il faut qu'on soit positif et optimiste. C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que, voilà, de voir aussi les copains à côté qui sont capables d'avancer sur tel ou tel sujet, ça crée un phénomène d'entraînement et même s'il y a un petit peu de greenwashing, à la fin quand même tout le monde se pose des questions. Ouais, on n'est pas encore à avoir des semelles en bois et des tiges en bambou, mais bon, on y arrivera peut-être un jour. Justement, je voulais revenir à cet aspect marketing, à la fois sur le côté communautaire et puis sur votre communication, qui est aujourd'hui un outil indispensable. Vous aviez utilisé le Run Happy, je pense, qui a été votre slogan. Alors, tu parlais tout à l'heure de promotion quand tu travaillais chez ASICS. À un moment, on parlait de slogan aussi, ou de baseline, ou maintenant d'identité de marque. Run Happy depuis, je pense, 2015 à peu près, c'était ça le Run Happy. Ouais, Aujourd'hui, même un petit peu avant, ouais, ouais, ouais. ouais. Aujourd'hui, votre nouvelle signature, c'est Let's Run There. Tu peux nous expliquer pourquoi ces signatures sont importantes aujourd'hui pour les marques et à quoi elles correspondent au niveau des campagnes? On passe du Run Happy à Let's Run There. C'est quoi exactement? Je pense que ces slogans, comme tu dis, ces baselines, ces signatures, elles, elles marquent l'époque aussi, ou elles marquent, ce qu'est le running dans son époque. C'est-à-dire que nous, le Run Happy a en effet été notre revendication pendant longtemps et ça correspondait aussi, je pense, à une époque où, le running, Heu, après des années au départ, je pense que le running, c'était quand même une activité qui faisait référence à de l'effort, le running, c'était très, chronométré. On avait, l'objectif, c'était le marathon, c'était le semi, c'était très alors il y a toujours des références chronométriques, mais il y avait le nombre de formats de courses était quand même assez limité et on était quand même sur une pratique de performance et puis petit à petit, ça s'est démocratisé, donc il y a eu
plus en plus de gens, donc de plus en plus de formats et de plus en plus de types de pratiques. Et nous, le Run Happy, il est arrivé à un moment où voilà, ce running se démocratisait, où on avait aussi l'apparition d'autres formats de courses, comme je viens de le dire, les courses à obstacles, les color run, et où en fait, ben, le running, avait une autre image. Ça pouvait être joyeux, ça pouvait être, pas que de la souffrance et de la sueur, mais ça pouvait être aussi, un peu plus social, ça pouvait, être, une pratique, de loisir également. Donc ce Run Happy collait bien à ce moment-là et nous, c'était en effet l'envie de démontrer, aux coureurs que, bah, la course à pied, c'est aussi, agréable, ça des fois, c'est pas facile de mettre les chaussures, mais tu es toujours heureux quand tu l'as fait, quand tu as fini et on a beaucoup, voilà, on a beaucoup, véhiculé ce message parce qu'il était aussi inclusif, parce que ça voulait dire que, chacun peut pratiquer, la course à pied en se faisant plaisir. Et puis, ben, ce qu'on disait tout à l'heure, les choses évoluent, hem la crise du Covid, je pense, a été aussi un accélérateur sur le fait que, hem, le l'activité physique et donc par conséquence le running, était un besoin pour plein de gens pour, essayer de trouver, un équilibre, hem, que ce soit, un équilibre mental, un équilibre physique, un équilibre social et en fait, cette pratique du running, encore une fois, l'activité, physique en général, mais cette pratique du running, heu, hem, répondait, à pas mal de ces demandes-là et on voit aujourd'hui les raisons pour lesquelles courent les gens, ça a aussi évolué, et les gens vont courir pour plein d'objectifs différents, hem et c'est ce qui nous a fait évoluer vers cette signature Let's Run There, avec ce there en anglais qui peut avoir, si tu veux, 2 niveaux de lecture. Un, ça peut être, le premier niveau, there, dans les montagnes, sur la route, à Barcelone, à Paris, je ne sais pas, sur marathon, mais ça peut être aussi une dimension un petit peu plus, mentale sur, mon la raison, la motivation pour laquelle je cours, c'est, pour, me déstresser, pour, peut-être être plus créatif. Je sais pas te moi, je sais que quand je cours, ça me permet de répondre à des questions que j'arrive pas à solutionner à la maison ou devant l'ordinateur, par exemple. Tu vois, quand j'ai besoin de trouver un projet pour Brooks et ben, je vais courir. Alors, c'est une manière de justifier de quitter le bureau. Mais voilà, pour répondre à ta question, je pense que c'est des signatures qui, heu, en tout cas pour Brooks, évoquent les raisons pour lesquelles on pense que la course à pied est une bonne chose. Alors j'imagine c'est très compliqué de quantifier le retour de ces signatures. Quel est l'impact sur les gens qui courent, sur la communauté? En tout cas, on sent qu'il y a ce côté bien-être. Tu l'as pas dit, mais c'est ce côté aussi bien-être. Run happy, se sentir bien mentalement, se sentir bien physiquement, vouloir se dépasser. Hem, c'est aussi toute cette stratégie marketing que vous avez mis en place à la fois autour, des produits, autour des run happy, aussi des runs communautaires que vous avez organisés, mais vous avez aussi investi le monde de la télé, il y a pas longtemps, sur des campagnes de communication. Aujourd'hui, c'est nécessaire de passer ce cap qui, j'imagine, est très coûteux, mais sur lequel on a aussi du mal à quantifier les retours et les impacts. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est, multiple et connecté. Je pense qu'une campagne publicitaire, une campagne marketing, efficace, elle doit être, à 360°. Donc tu dois, en effet déployer, cette campagne, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit en magasin, que ce soit, à la télé. Hem, Après la télé, c'est aussi un choix de notre part, alors c'est pas que la télé, c'est-à-dire qu'on a quand même eu une approche, je pense, assez pragmatique en se disant, alors je remonte au début de Brooks, mais en se disant: «Bah, on est une marque performance, donc on va, travailler la distribution d'abord avec les magasins spécialisés running. Quand ces fondations seront solides et ben, on ira chercher, une distribution plus large». Et j'allais dire qu'au niveau marketing, c'est aussi ce qui nous a un petit peu guidés en disant: «Adressons-nous d'abord à une communauté de coureurs, qui est plutôt engagée parce que marque performance». Heu
Et tout j'allais dire, tout se développe aussi un peu en même temps. On avait plutôt des produits, voilà, très performance. Aujourd'hui, on a des produits un petit peu plus entrée de gamme parce qu'on veut aller toucher un autre public et puisque tu veux toucher un autre public et ben, tu élargis aussi, ta cible en marketing et la télé est une des composantes qui te permettent d'élargir ta cible comme, on fait de l'affichage, urbain, comme, on fait, voilà, d'autres campagnes à destination d'un plus grand nombre, parce que aussi le running s'est diversifié et aujourd'hui tu as, tu as une multitude de profils de coureurs, et donc et bah, il faut aussi, multiplier les touch points comme on dit pour essayer de voilà d'être visible d'eux et puis de leur passer aussi un message, qui j'espère, les touche quoi. Alors, je vais te poser une question naïve, je sais pas si tu peux y me répondre, mais ça coûte combien de faire une campagne télé? C'est vraiment, j'ai aucune idée de ce que ça peut coûter, je sais pas si tu peux nous le dire? Écoute, ça peut être vraiment très variable, je vais pas botter en touche, mais ça peut être très variable parce qu'en fait, tu as différentes aussi manières d'acheter de l'espace à la télé. Tu peux l'acheter très en amont et là, oui, tu peux avoir des campagnes qui vont coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, voire peut-être, 1 000 000 d'euros. Enfin, tu vois, tu peux aller de centaines de milliers en fonction de ton dispositif, mais avec des fois des dispositifs qui sont moins coûteux parce que tu as aussi de l'achat d'opportunités de dernière minute et là, bah, tu peux avoir aussi des campagnes qui sont, entre guillemets «d'un montant relativement, raisonnable», au regard, d'un budget global d'une marque internationale. Alors justement, tu parlais tout à l'heure de cette multiprésence, d'être, partout en même temps, à la fois sur les réseaux sociaux. On sait qu'il y a des gens qui sont que sur les réseaux sociaux, d'autres qui consultent que les médias, de peut-être un peu de moins en moins d'ailleurs. Je tiens à le rappeler, Christophe Vatinel aussi était précurseur parce il avait aussi constitué un magazine. Alors tu vas me rappeler le nom parce que j'arrive plus à le retrouver, mais il avait un magazine. Je sais qu'on le voyait souvent aussi au bord des chemins faire des photos. C'est un passionné. Et on vous voit derrière les abribus, on vous voit derrière les bus, même derrière carrément les bus à Chamonix souvent, sur les salons, dans les magasins spécialisés. Par contre, on vous voit très peu sur l'événementiel. Ça, c'est une question qui revient souvent de la marque Brooks. Vous êtes présent sur deux semis, semi de Barcelone et semi de Maranello en Italie, sur route, pas sur le trail. Pourquoi? Les investissements marketing sont toujours, ça va, ça vient, j'allais dire en fonction des canaux où tu veux investir. Il y a quelques années, je pense qu'on a été un certain nombre de marques à se désinvestir un petit peu de l'événementiel, ce qui correspondait aussi, en tout cas pour Brooks à l'époque, à, une explosion de ce qu'on pouvait faire sur les réseaux sociaux ou en digital et il fallait, bah, voilà, balancer aussi rebalancer un petit peu nos investissements. Donc on a remis et on était un petit peu, en retard, sur l'aspect digital. Donc on a eu un patron, Europe qui a vraiment poussé, autour du digital et avec juste raison parce qu'il y avait la nécessité pour nous d'être plus visibles à ce niveau-là et donc on s'est désinvesti de l'événementiel. Hem et puis on voit là depuis quelques années post-Covid que, les marques se réintéressent, en effet plus à l'événementiel, veulent être un peu plus présentes sur les événements et Brooks en fait partie. Donc oui, on a le projet voilà, d'investir un petit peu plus, notamment sur la route. Après l'idée c'est d'aller chercher des événements dont l'ADN correspond quand même aussi à la marque. On est toujours très attentif à ça. Et pour répondre, sur le trail, c'est pas, c je dis pas qu'on ne retournera pas sur des événements trail, mais, on a décidé en 2021 de réinvestir beaucoup plus en marketing et en trail et on s'est écrit un plan à ce moment-là en se disant que la priorité, hem, était de reconstituer, un team qu'on n'avait plus, de réinvestir autour des trailers, de la communauté trail avant d'investir sur les événements et aujourd'hui des événements majeurs, bah, il y en a, mais tu l'as dit tout à l'heure, on est beaucoup de marques peut-être qui à faire du trail, 10, 15, 20 marques.
Donc voilà, il faut trouver le bon moment, il faut trouver le bon support, il faut que tous les feux soient ouverts pour qu'on soit de retour. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est pas un non catégorique de notre part, mais on le fera pas de n'importe quelle manière non plus. Voilà. Alors on sait en France et un petit peu en Europe, il y a une vingtaine d'événements majeurs sur lesquels les marques ont envie de poser leur nom. On va pas les citer, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, notamment 5-6 en France que tout le monde connaît. Est-ce qu'aujourd'hui, ces événements-là sont peut-être aussi devenus trop chers pour certaines marques? Bah, sans langue de bois, je pense qu'on peut se poser la question quand même. Il y a aujourd'hui, au niveau des événements et au niveau des athlètes, et là, tu es peut-être encore mieux placé que moi pour le savoir, mais il y a j'ai l'impression, une forme d'inflation qui, du coup, peut aussi poser question. C'est-à-dire, si je reviens justement à notre désinvestissement sur la route, il y a peut-être une dizaine d'années, à un moment donné, tu te disais: «Ben, est-ce que le montant que j'investis sur cet événement, est-ce que c'est pertinent?» Donc je pense qu'il faut qu'on tr nous et les organisateurs, hein, faut trouver le bon ratio pour que tout le monde y trouve son compte et pour que justement on revive pas un peu ce qu'on a vécu en running à un moment donné et que, tu te dises: «Bah, c'est trop élevé par rapport à ce que j'en retire», même si c'est toujours, super difficile d'évaluer, le retour sur investissement d'un événement, hein. C'est pas simple pour une marque. Au demeurant, je pense que les marques, soient de retour sur les événements et animent le marché du running est une chose positive, hein. Forcément, ça contribue à l'intérêt de toute la communauté, de tout le marché et de tous les acteurs du monde du trail. En tout cas, t'en parlais et la transition est toute trouvée. 2021, vous avez remis le team et les athlètes au cœur de votre dispositif, on va dire, événementiel externe, même en agitant un petit peu le marché, parce que vous avez constitué un team, puisque vous en aviez pas, vous êtes passé de la 12e place, on va dire au niveau français, vous étiez 12e team en 2021, aujourd'hui vous êtes placé autour de la 6-7e place. Euh, Quelle était la volonté réelle de vouloir justement agiter ce marché et de proposer des gros contrats, parce que vous avez été une des marques qui a proposé de jolis contrats, en tout cas à certains coureurs dès 2021. Bah, comme je te le disais, le Brooks a voilà, Cascadia 2004-2005, donc c'était le trail est pas quelque chose de nouveau pour nous. Néanmoins, il y avait cette volonté d'être plus présent sur ce marché parce qu'on sait que c'est un marché porteur, d'être plus visible, hem on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, le marché du trail est encore vraiment porteur de valeur et il faut trouver une certaine légitimité et donner aussi de la légitimité aux produits que tu développes. Et pour moi, le team était vraiment l'élément qui pouvait cocher ces différents besoins. Hem alors oui, ça a fait bouger un tout petit peu les lignes, mais je trouve que c'est plutôt positif et que c'est bien que de temps en temps, une marque vienne, agiter un petit peu, shaker un petit peu le truc, que ce soit dans le développement produit, que ce soit dans le dans la constitution de team ou autre chose. Hem on avait en fait la volonté, on avait une approche quand même qui était très claire et qui continue à être très claire. C'était, aussi je reviens sur les valeurs, je suis désolée, c'est peut-être un peu old school Fred, mais d'écrire une vraie histoire avec les athlètes qu'on allait chercher. Donc on a quand même été chercher plutôt des athlètes jeunes, talentueux, sur lesquels on avait envie de parier et d'écrire une histoire un petit peu plus longue, même si on a, mis un petit peu d'expérience là-dedans avec un Jordi Gamito, avec un Nicolas Martin. C'était important aussi d'avoir un tout petit peu d'expérience pour qu'ils puissent emmener ces jeunes aussi vers le haut niveau. Hem, mais voilà, il y avait cette envie d'avoir des gens qui montrent les couleurs, qui légitiment le produit et qui portent, la parole de Brooks au niveau du trail, de ce que pour nous représentait le trail et de ce qu'on aimait dans
dans cette activité. Et tu en parlais, les jeunes ont intégré le team, mais vous, vous êtes associé aussi à une école de formation avec le projet mené par Pascal Balducci à l'époque, par Sébastien Joanneau et Jérémy Chapuis, le Brooks Trail Project aujourd'hui, avec justement la formation des jeunes dès les cadets et juniors. C'est important d'associer aussi l'image à des générations très jeunes. Oui, 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 c'est important. Brooks, comme on le disait au tout début, c'est une vieille dame, 1914. Moi, quand j'ai commencé en 2004 avec Christophe, honnêtement, tous les produits n'étaient pas super sexy. Il a fallu se bagarrer de temps en temps. Heureusement, la marque a super bien évolué. On a des designers qui font un beau boulot et depuis, je pense, quelques années et notamment ces dernières saisons, on a vraiment des collections qui sont super abouties donc voilà. Mais c'était important aussi pour nous, de d'aller toucher les jeunes, en tant que marque, mais aussi de suivre un peu cette tendance de rajeunissement dans le trail parce que le trail, ben, il a évolué super vite quant à la moyenne d'âge, j'allais dire, ou quant au rajeunissement de la pratique. Puis le troisième élément pour créer cette académie, ce Brooks Trail Project, c'était aussi un constat de il y a pas tellement de structures pour les jeunes. C'est-à-dire que dans plein de sports, ben, tu as des centres de formation, tu es accompagné et puis nous, on voyait autour de nous des jeunes qui s'entraînaient de manière empirique, pas toujours de manière ni très efficace ni pérenne, on va dire, où il y avait quand même des erreurs, manifestes et des risques de blessures et voilà et même s'il y avait d'autres teams qui existaient déjà pour des personnes, pour des jeunes un tout petit peu plus âgés et le team, dont tu t'es occupé, faisait partie de ceux-là. On s'est dit: «Ben, il n'existe rien pour ces tout jeunes là qui ont 15 ans et qui rêvent de trail». C'était le constat de se dire: «Bah, voilà, les Kilian et autres leur ont en fait, ça a donné envie à des jeunes de devenir trailers alors qu'ils ont, 13, 14, 15 ans», ce qui existait pas tellement avant. Et donc c'est comme ça qu'est née un petit peu cette idée et qu'on a fait vivre ce projet ouais, c'est un super projet. C'est un super projet. Tous ces jeunes, deviendront pas des trailers élites probablement parce que quand tu as 15 ans, bah, il peut se passer 1000 choses dans ta vie. Il y a les études qui vont arriver, il peut y avoir, heu, des amours de jeunesse qui te font, prendre d'autres chemins, voilà. Mais en tout cas, nous, ça nous permet, je pense, en toute humilité, de faire grandir des jeunes de les faire grandir dans leur sport, de leur amener de la compétence et d'en faire des gens bien dans leur basket et ce boulot, il est super bien fait. Il était hyper bien fait, notamment par Pascal Balducci, tu l'as cité. Simon Fischer qui a pris le relais, continue, ce qui a été fait par Pascal et c'est Pascal qui avait souhaité que Simon, prenne sa suite, par Seb Joanneau et Jérémy Chapuis donc c'est en tout cas moi, c'est un des projets dont je suis le plus fière et qui me tient le plus à cœur. Voilà. On va arriver au terme de ce podcast. On a passé le temps, mais c'est passionnant en tout cas. Tu as vécu 20 ans de mutation, d'évolution, du running, du trail. Tu disais tout à l'heure deux temps forts qui ont sans doute marqué la discipline, Kilian et l'UTMB. Mais toi, à titre personnel, qu'est-ce qui t'a le plus marqué de cette double décennie? C'est une question qui est pas facile. Alors 2 choses peut-être. La première, c'est quand même le fait que le running soit presque devenu un sport sexy, dis donc. Que ce soit presque un truc qu'il faut faire dans ta vie, il faut, voilà. Donc ça, c'est quand même, amusant parce que quand on regarde un petit peu, dans le rétroviseur, c'était pas forcément le cas. L'accélération aussi, de l'innovation, je trouve, ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a une compétition entre les marques qui fait que ouais, qu'il y a il y a un vrai changement, il y a une vraie accélération, il y a plein de concepts, qui arrivent et que je trouve que ça rend aussi, les choses, passionnantes. Hem et puis juste à titre personnel, ben, moi, ça m'a permis de vivre des moments, souvent très émouvant parce que alors, soit toi quand tu cours, mais presque plus encore quand tu accompagnes des athlètes,
On parlait du Brooks Trail Project, des jeunes. Voir un athlète, atteindre son rêve, super performer, c'est toujours hyper émouvant. À l'inverse, voir un athlète échouer, ben ça te moi ça voilà, je mets beaucoup, je pense de voilà, j'aime ce que je fais, donc ça me touche et je suis capable de pleurer sur une ligne d'arrivée si tu as un des jeunes du Brooks Trail Project qui a raté, qui a l'impression que sa vie de trailer est finie, même si après, ben voilà, on le remet sur les rails. Donc je pense que c'est les émotions, voilà, que j'ai pu vivre au fil de toutes ces années et puis, les rencontres, riches qui ont parsemé le parcours. Alors, tu t'ouvres la porte à ma dernière question. C'est vrai que tu parles de ces 20 années au cœur de Brooks, de tout le développement que tu as connu, que tu as construit, auquel tu as collaboré. Et tu vas nous quitter. Tu vas quitter la structure Brooks dans quelques semaines. C'est imminent. Raconte-nous ce qui va se passer et ce que tu vas faire. Ça va bien se passer Fred, à la fois et pour moi et pour Brooks. Non, ça a été une décision, mûrement réfléchie, difficile à prendre parce que ouais, parce que 20 ans dans une structure qui est partie d'un là, où on était agent, on était 2-3 et d'arriver à ce qu'est Brooks France aujourd'hui, ça a été un parcours, très riche. Hem, je quitte absolument pas Brooks pour des raisons internes. Je quitte Brooks avec un petit peu de tristesse forcément, mais beaucoup de gratitude et beaucoup de joie parce que j'ai pu grandir avec la marque et je dois dire aussi que c'est une marque qui m'a accompagnée, on n'a pas parlé de trop de choses perso et je vais pas m'étendre, mais quand tu es une maman de 4 enfants et que tu dois, combiner, vie professionnelle et vie personnelle, c'est pas toujours évident et ils m'ont donné les moyens. J'ai fait du télétravail, bien avant, la période covid, ça fait, des dizaines d'années que voilà, j'ai pu adapter cet emploi du temps, donc ça, c'était très chouette. Donc je ne quitte pas Brooks du tout pour des raisons internes, mais bah, voilà, après 20 ans, je fais ma petite crise de la cinquantaine peut-être aussi. Je regarde tout ce que j'ai accompli, mais je regarde aussi les autres choses qui m'animent dans ma vie personnelle et j'ai d'autres, envies, et je vais consacrer un petit peu de temps à d'autres choses, à des projets personnels. Hem, je partirai pas alors je dis ça, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, hein, mais je ne me vois pas me réinvestir, là dans une autre je vais faire des choses, voilà, différentes, du milieu du sport. Par contre, je garde quand même à l'esprit aussi peut-être d'avoir une petite partie de mon temps qui soit, consacrée à la transmission, à l'enseignement, les choses comme ça. J'aimerais bien, voilà, pouvoir passer aussi deux trois petites infos à des jeunes qui sont passionnés de sport et de running. Le message est passé. J'espère en tout cas qu'on se reverra sur les salons, sur les événements. C'est toujours un plaisir de te rencontrer, de discuter, d'échanger comme on vient de passer cette heure, 1h15 même ensemble. Merci beaucoup Ingrid pour ta franchise, ta sincérité, d'avoir raconté cette vie au sein de Brooks pendant 20 ans. Ta passion. Moi, j'ai passé un bon moment, c'était passionnant. Je tiens à remercier aussi Benjamin Sakenti qui m'a beaucoup aidé pour préparer cette émission, parce que j'aime bien interroger aussi des gens qui travaillent avec toi. Benjamin qui prend la suite, qui est aujourd'hui en charge du team Europe au sein de Brooks. On sent que vraiment l'aspect athlète et team est vraiment important pour la marque aujourd'hui. Merci beaucoup. On se voit, je pense, prochainement, peut-être du côté de Chamonix. Et puis, bah, on te souhaite de belles fêtes de fin d'année, puis une belle reconversion, en tout cas, en espérant te revoir bientôt. Merci beaucoup Fred, c'était passionnant et très positif toujours ces discussions avec toi. Donc je te remercie et bonne fête à tout le monde. Et t'as vu, c'était pas un interrogatoire comme une thèse, hein, c'était pas une soutenance de thèse, hein. Non, non, ça va. Écoute, merci en tout cas pour cet échange. Merci Ingrid, à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.